Merci. Dans la vie politique. Excellence, Madame la vice-ministre, Monsieur le directeur général de la LIBA, Monsieur le directeur général de la SOKIMO, distingués invités, chers collègues mandataires amis et carrières, Mesdames et Messieurs, et je profite pour saluer la présence du secrétaire général qui est dans la salle. Bon, pour revenir à mon thème, je veux dire, réfléchir sur l'évolution de la législation minière congolaise et son impact sur les conséquences économiques m'amène à remonter le temps, c'est-à-dire remonter le temps jusqu'à la période coloniale. Comme vous devez le savoir, notre pays a été colonie belge. Et à l'époque, le législateur colonial avait légiféré sur la question de mine. Le premier décret qui a été pris était celui de 1910, qui a été modifié par celui de 1919. Mais cela réglementait que l'exploitation et la recherche minière dans les Katanga. En 1937, il y a eu un autre décret qui a été pris pour légiférer cette fois-là l'exploitation minière sur toute l'étendue du territoire national. Le décret de 1937 est resté en vigueur jusqu'en 1967, année de la promulgation de la première législation minière du Congo indépendant. Et cette législation légiférait les questions de mines et des hydrocarbures. Il va s'en suivre l'abrogation de cette ordonnance-là de 1967 en 1981, lorsque le législateur a encore une fois légiféré sur les questions de mines et des hydrocarbures. Mais la loi de 81 ne s'était pas vraiment écartée de la loi de 67, puisque ça reprenait à peu près les mêmes dispositions. Et il a été constaté que cette modification n'avait pas vraiment apporté d'impact positif dans le secteur minier. Et les dispositions contenues dans... De s'entretenir avec vous sur les mandataires en mine, carrière face au marché minier. Comme vous le constatez, il y a un lien tout à fait naturel entre le corps du mandataire en mine dans le son professionnel, et que le législateur a voulu à ce que les questions liées à l'administration, les questions liées à l'administration minière soient gérées par une catégorie professionnelle. Et donc, ce n'est pas tout le monde qui peut interagir avec l'administration minière. Les investisseurs en RDC, comme je l'ai dit tout tantôt dans mon exposé, il est tout à fait clair qu'avec les conditions renforcées pour la maximisation des recettes, les investisseurs se réservent, par exemple, de ne plus continuer à investir en RDC. Et depuis la sortie de cette loi, on n'a pas encore vu un gigantesque investisseur qui est venu investir en RDC. Pour la simple raison que les gens se posent des questions, pourquoi dans la loi minière de 2018, n'est-ce pas, il est demandé aux investisseurs, d'abord lorsqu'ils ont des profits excédentaires, au-dessus de 25%, de verser 50% de ce qu'ils ont gagné entre les mains de l'État congolais. Mais ils se disent, dans la loi de 2002, il n'y en avait pas. Et dans la loi de 2018, on est passé de 0, du néant, à 50%. C'est quand même trop, ça décourage un peu les investissements. Et là, il y a un problème qui s'impose, c'est la détérioration du climat des affaires. Il faudra que cette question soit revisitée pour permettre aux investisseurs de se retrouver aussi et d'accepter de revenir nombreux en RDC pour investir. Justement, le climat des affaires. Et maintenant, nous avons une hausse réelle, n'est-ce pas,
des cours de matières premières. Mais qu'adviendra-t-il demain lorsque la baisse du cours de matières premières va intervenir? Le budget gardera-t-il la même stature? Ça, c'est la question à se poser dans le futur. Merci beaucoup. Parce que les cours ne sont pas dynamiques, et enfin les cours ne sont pas mécaniques, ils sont dynamiques. Et demain, ça va baisser. Quel sera le sort du budget de la RDC?